Bonjour à tous, bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Alors comme ça, c'est de votre faute. Si la France est dans cette situation, si rien n'avance, si tout est bloqué dès qu'on essaie de faire passer une réforme. Non, écoutez, ça c'est pas très sérieux. Si la France a des difficultés comme d'autres pays, c'est notamment dû aux politiques économiques sociales menées. Vous savez que le propos que je vous tiens là, c'est ce que disent le MEDEF, François Fillon et même Manuel Valls. Vous savez, quand M. Gattaz dit quelque chose, dites-vous que j'ai forte chance que je pense le contraire. Donc c'est pas bon. Et les politiques disent ça, mais je crois qu'ils ont une grande part de responsabilité. J'ai juste un élément. Il faut savoir qu'en ce moment, dans tous les syndicats de tous les pays européens, l'Union européenne, vont lancer une campagne en février dans tous les pays pour l'augmentation des salaires. Donc c'est pas un problème uniquement français, c'est aussi un problème européen. Si on écoute le MEDEF et la droite, tout est de la faute des syndicats. Si on écoute les syndicats, tout est de la faute du MEDEF et de la droite. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas trouver un équilibre pour que ce pays avance? Non, moi je ne dis pas que c'est de la faute du MEDEF et de la droite. C'est la première des responsabilités, elle revient au gouvernement quel qu'il soit, que ce soit. Parce que même avec la gauche, effectivement, ça bloque. C'est le 49-3. Oui, mais justement, c'est pas un élément de démocratie. On l'a dénoncé à maintes et maintes fois. Une loi dite de progrès au 49-3, c'est un oxymore, quoi. C'est pas possible ce genre de choses. Donc il y a un problème européen et après il y a des problèmes nationaux. Mais la politique économique qui est suivie depuis quelques années, elle est d'inspiration très libérale. Et vous savez, quand on fait du libéralisme économique chez nous comme ailleurs, ça se traduit souvent par des comportements autoritaires au plan social. Alors vous suivez les primaires de la gauche, évidemment. Vous croyez Manuel Valls quand il dit qu'il regrette d'avoir employé le 49-3 pour la loi travail? J'espère qu'il est sincère. J'espère qu'il est sincère quand il dit ça. Vous croyez sincère? Écoutez, moi je suis pas dans sa tête. Ce que je sais, c'est que dans notre système, le premier responsable dans ce genre d'affaires comme dans d'autres, c'est le président de la République. Si le président de la République n'avait pas voulu de 49.3, il n'y aurait pas eu de 49.3. Alors, il a appuyé le 49.3, le Premier ministre, comme il a appuyé la loi travail. Mais, en tous les cas, il serait plus crédible s'il ne l'avait pas utilisé. Maintenant... il est crédible de dire l'inverse aujourd'hui, de dire je supprime le 49.3. S'il est sincère, tant mieux. Ça veut dire que si un jour il a une responsabilité, il ne l'utilisera plus jamais. Alors, donc, mais je pense d'ailleurs que moi, à titre personnel, que cet article devrait être supprimé, sauf pour les questions budgétaires, bien entendu. Manuel Valls giflé hier après avoir été enfariné, c'est acceptable? Non, pardonnez-moi, mais c'est stupide, quoi. Bon, c'est un jeune qui a fait ça. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Si c'est stupide. Un Breton nationaliste proche de l'extrême droite, hein. Oui, mais quel qu'il soit, c'est une réaction stupide. Ça ne sert à rien. C'est de la violence gratuite, etc. Bon, dans le même temps, je sais pas si ça vaut le coup de porter plainte non plus. Faut minimiser. Peut-être pour que ça s'arrête. Oui, d'accord, oui, peut-être. Mais bon, mais en tous les cas, c'est un acte stupide. Vous préféreriez que ce soit qui le vainqueur de la présidentielle? Oula, moi je ne me prononce pas là-dessus. Pas de consigne de vote. Force ouvrière ne donne jamais de consigne de vote dans des élections politiques quelles qu'elles soient. Ni directes, ni indirectes, et ce sera le cas et au premier tour et au deuxième tour de la présidentielle. On fera connaître nos positions, nos analyses. Sur des mesures précises Si il y a des mesures qui nous choquent réellement, on le dira. J'ai déjà été amené à le dire concernant certains des éléments du programme de M. Fillon. Si demain, dans notre candidat a des mesures qui nous choquent, on le dira, mais il n'y aura pas de consigne de vote. Mais ne serait-ce que pour la primaire de la gauche, j'imagine que pour vous, c'est pas la même chose si c'est Manuel Valls ou si c'est Arnaud Montebourg, par exemple, ou Benoît Hamon. Il y a une différence entre les uns et les autres. Donc vous avez des petites préférences quand même? L'organisation n'a pas de préférence. Après, ça, c'est mon problème personnel, et ça, je le garde pour moi. Mais l'organisation n'aura pas de préférence. Et on regarde ça et on verra qui en sortira et ce qu'il aura comme programme. Vous savez, entre les programmes de primaire et les programmes de présidentielle, il peut y avoir des différences. Alors, on va prendre quelques mesures. Manuel Valls qui veut revenir à une défiscalisation des heures supplémentaires. C'est la mesure de Sarkozy qui avait été supprimée. C'est bien? Moi, j'avais dit il y a un moment déjà, moi je reconnais qu'au début, nous étions contre quand s'était mis en place, la défiscalisation. Mais qu'il y a un moment que j'ai expliqué, que beaucoup de salariés nous ont expliqué, à juste titre, qu'ils perdaient 30, 50, 60, 80 euros par mois. Donc moi, à un moment que je dis que cette mesure mérite d'être réexaminée. Donc je dis pas non à la défiscalisation. Voilà. Hamon et son revenu universel, vous ne manifesteriez pas contre le revenu universel, si? Nous ne sommes pas favorables, c'est pas d'aujourd'hui, parce que ou alors on fait une révolution complète, c'est pas l'objet, on change complètement la manière dont fonctionne la société. Mais où c'est un revenu universel pour tout le monde de même niveau, avec tous les inconvénients que ça peut avoir, y compris par rapport au salaire, y compris par rapport au coût global d'une telle mesure. L'OFCE la chiffre, je dis pas que c'est celle que propose Benoît Hamon, mais entre 300 et 400 milliards d'euros. Donc c'est quasi impossible à mettre en œuvre immédiatement. Ou alors c'est comme l'expérience finlandaise, ça équivaut à la prime d'activité dans notre pays. Donc sous
ce couvert de revenu universel, on dit un peu beaucoup de choses. Vous savez, les très très libéraux le proposent aussi. Mais c'est ça en fait qui peut paraître paradoxal. C'est-à-dire que vous, on sent bien que vous n'êtes pas chaud sur le revenu universel. Et notre invité dans une demi-heure, à 8h45, le libéral de droite, Alain Madelin, il est favorable. C'est un peu paradoxal quand même. Non, ça dépend qu'est-ce qu'on met sous le couvert de revenu universel et à quoi ça sert. Vous savez, l'école de Chicago, Milton Friedman, qui a inspiré la politique Reagan, Thatcher, etc., était aussi pour le revenu universel. Le défaut majeur de cette mesure, c'est quoi? Défaut majeur de cette mesure, c'est que on risque d'être dans un système qui soit un système d'assistance. Ah bon, vous avez déjà ça, bon, bah, c'est pas la peine qu'on augmente votre salaire, hein, puisque vous avez sûr de gagner ça. Ça peut jouer à la baisse sur les salaires et ça peut dire, bon voilà, la société a fait ce qu'elle devait par rapport aux pauvres pour aller vite, ou pauvres ou pas pauvres d'ailleurs, tout le monde touche, et puis après, bon ben, les inégalités continuent. Benoît Hamon et Arnaud Montebourg qui veulent abroger la loi travail, ça c'est bien. Oui, non, mais ça fait partie de nos revendications, oui. Arnaud Montebourg qui a tendance aussi à préférer une nationalisation temporaire quand des entreprises sont en difficulté. C'est le cas pour les chantiers navals de Saint-Nazaire. Oui. C'est ce qu'il avait voulu aussi pour les hauts fourneaux de Florange et Jean-Marc Ayrault et François Hollande n'avaient rien voulu savoir. Nationalisation temporaire, c'est une bonne idée. Ça peut se justifier. Écoutez, nous, c'est la solution qu'on préconise sur les chantiers navals STX à Saint-Nazaire, à travers l'État qui est déjà à 33%, la DCNS peut monter, l'État ou les fonds publics peuvent représenter jusqu'à 51%, ce qui peut amener des garanties pour l'État, parce que bon, tout ce qui circule sur l'entreprise italienne n'est pas obligatoirement très clair. Donc si l'on veut garantir un marché porteur, nous sommes aussi partisans, par exemple, d'une filière de la déconstruction. On sait construire des avions, on sait construire des bateaux. Ils sont déconstruits aujourd'hui dans les pays d'Asie du Sud-Est dans des conditions sociales et environnementales impossibles. Donc c'est un secteur qui peut porter de la valeur ajoutée, qui peut porter de l'emploi. L'État a son rôle et une entreprise comme les chantiers navals pourrait jouer un rôle là-dedans. Jean-Luc Mélenchon, vous pensez quoi? Alors pas de l'homme, vous ne me le direz pas, mais de son programme. Le programme, c'est pareil. Il y a des choses sur lesquelles on peut être d'accord, des choses sur lesquelles on ne peut pas être d'accord. Qu'est-ce qui vous freine pour ne pas... Non, mais moi, je veux pas rentrer dans des comparaisons de programmes parce que on va glisser sur quelque chose que Force ouvrière ne fait jamais, qui est de dire voilà, lui c'est bien, lui c'est pas bien. Non, c'est pas ça. Et après, c'est aux citoyens de se prononcer sur une élection présidentielle. Mais est-ce qu'il y a une mesure chez Jean-Luc Mélenchon qui vraiment que vous trouvez rédhibitoire? Oui, je n'apprends pas les programmes des uns et des autres par cœur. Vous les regardez de près, non? Parce que non. Je regarde un peu. Vous savez, je vais faire une confidence. J'ai pas regardé les débats primaires de gauche ni de droite. Vous étiez avec François Hollande chez Michel Drucker? Non, j'étais pas avec François Hollande chez Michel Drucker. Non, parce que j'attends de voir qui sortira. Mais vous allez voter, vous, à titre personnel. Écoutez, non, je serai ce week-end en Tunisie avec le syndicat tunisien, donc je serai absent de Paris. Et vous voterez à la présidentielle? Ah bah oui, le droit de vote c'est un droit démocratique, ça je vote. Et vous nous direz pas pour qui? Non. Bon, quel candidat quand même redoutez-vous le plus entre François Fillon et Emmanuel Macron? Non, c'est surtout sur les programmes qu'on pourra regarder. Moi, j'ai déjà dit sur certaines des mesures de François Fillon, ce que j'ai dit à Gérard Larcher quand on l'a vu, sur la sécurité sociale, ce qu'il propose est très dangereux, sur ce qu'on appelle improprement le monopole syndical, ça veut dire qu'on laisse la possibilité à tout et n'importe quoi de se présenter dans les entreprises. Beaucoup d'employeurs ne veulent pas de ça, d'ailleurs, d'une manière ou d'une autre. Les 500 000 fonctionnaires en moins, ça ne veut rien dire. C'est dangereux, mais ça ne veut rien dire. Il faudrait alors qu'il faudrait avoir un vrai débat. Mais ça, nous le demandons à tous les candidats. Sur le rôle et la place du service public dans notre République. Quelles sont ses missions? Après, on discute du reste. Mais si on ne sait pas à quoi doit servir le service public, c'est pas la peine d'annoncer des chiffres comme ça. Voilà. Il y a une logique économique sur eux. Qui traverse beaucoup de programmes aujourd'hui, qui est une logique libérale. Or, moi, je considère qu'on arrive aux limites du néolibéralisme, à la fois au niveau national et au niveau européen. François Fillon, vous le connaissez bien. Quand il était ministre du Travail en 2004, vous preniez les rênes de Force ouvrière. Vous l'aviez bien connu, surtout comme Premier ministre. Et Emmanuel Macron, évidemment, comme ministre de l'économie, pendant la loi travail. Pour le travail, M. Macron n'était pas directement en manette, il était en sous-main. Oui. Mais il a quand même pas mal inspiré le projet de loi travail. Je vous rappelle qu'il aurait bien aimé le mener. Lequel est le plus libéral des deux, Fillon ou Macron? Ils sont tous les deux d'inspiration libérale. Après, c'est une question de dosage. Le retour de la droite au pouvoir, c'est aussi quand même le retour en force des syndicats, non? Non, pas obligatoirement. Vous savez, ça dépend. Vous avez bien vu que... Quand on voit ce que vous pensez du programme de Fillon... c'est le programme de primaire. Alors, est-ce que ça changera après? Vous savez, moi, je considère que, contrairement à ce qu'on dit, les syndicats faibles, etc., on a beaucoup plus d'adhérents que les partis politiques. Les syndicats en France ont beaucoup plus d'adhérents que les partis politiques. Si les partis politiques avaient plus d'adhérents, je pense qu'ils ne seraient pas obligés de faire des primaires. Alors, ceci étant, le nombre d'adhérents reste faible quand même. Est-ce que vous représentez plus, finalement, des idées ou des gens?
Non, des gens. Le syndicat sans les gens n'est rien. Hein, ce sont les gens. Dans l'union syndicale, c'est pas moi qui décide tout seul, fort heureusement. Hein, on a des réunions régulières, des structures, des instances qui se réunissent. Non, c'est d'abord le syndicalisme, vit d'abord par son rôle, certes, mais aussi par les adhérents, bien entendu. François Hollande va bientôt quitter l'Élysée. Est-ce qu'il aura fait quelque chose de bien en 5 ans ? Sur le plan de la politique économique globale, nous avons été critiques, hein, et nous le sommes encore. Et je crois que la loi travail aura énormément pesé. Et il y a des choses qu'il aurait pu faire qu'il n'a pas fait. Je pense à une grande réforme fiscale, par exemple. On a failli l'avoir à un moment avec l'ancien Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. Ça n'a pas été fait. Moi, je pense que ce que les gens attendent des uns et des autres, c'est pas un catalogue de mesures. C'est quel projet, quelle vision et comment on y va. Donc au bilan de François Hollande, vous retenez rien ? Non, je dis pas que je retiens rien, mais sur l'essentiel... Si c'est la réforme fiscale et qu'elle n'a pas eu lieu ? Bah oui, ça fait partie des éléments structurants. Et l'élément le plus structurant sur les questions économiques et sociales, ça a été des aides aux entreprises sans contrepartie et la loi travail. Tous les matins, je pose une question récurrente, la question off, mais devant les caméras. C'est off, hein, entre nous. Vous avez adhéré très jeune à Force ouvrière, comme votre arrière-grand-père qui était surnommé le Jaurès des mineurs, comme votre grand-oncle, comme votre père aussi. La colère, c'est votre héritage familial ? C'est pas la colère, c'est se rebeller contre l'injustice, oui. Ça, c'est très présent dans la famille. Alors maintenant, c'est pas héréditaire. Oui, moi, ce qui me révolte le plus, c'est l'injustice. Et ça vient de vos gènes, vous pensez ? Il doit y avoir quelque chose là-dedans, oui, c'est possible ça. Mais même si je dis bien, c'est pas obligatoirement héréditaire. Toute la famille n'est pas militante. Même votre fille et votre femme ont la carte du syndicat. Ça se passe comment, les négociations à la maison, quand il y a un problème ? Non, ça se passe bien, ça. On n'est pas toujours d'accord, mais la négociation, c'est bien la négociation. La négociation, c'est confronter des points de vue. Il faut essayer de comprendre ce que veut son interlocuteur si on veut pouvoir avancer. C'est d'ailleurs un des problèmes que j'ai avec Pierre Gattaz. Il n'essaye pas de comprendre ce que les autres pensent. Merci beaucoup, Jean-Claude Mailly.